Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Ruth-Hélène Brosseau, notre députée. Bonjour Ruth-Hélène, comment ça va? Salut, et tu viens nous rencontrer justement, vous parlez un petit peu du début, on pourrait dire, de la session parlementaire. On pourrait dire, en fin de compte, la dernière, en principe, avant les élections. Normalement, vous terminez quand? Au mois de juin, puis les élections devraient être déclenchées au cours de l'été. C'est un petit peu ça qu'est comment qu'on pourrait dire, le planning, là, la planification qui est prévue, ou vous voyez d'autres choses présentement? Tout à fait. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici à CTRB. Donc, pendant le mois de septembre-octobre, tous les leaders parlementaires sont assis ensemble pour dire qu'on a besoin de planifier la fin de la session parlementaire. OK, parfait. Donc, généralement, on siège à la Chambre des communes pour 3 semaines. Donc, du lundi, jeudi. On siège encore le vendredi, mais ça permet les députés qui habitent un peu plus loin de commencer à faire le retour chez eux. Donc, on a planifié la session parlementaire, la dernière session avant l'élection. Donc, on a repris les travaux fin janvier. On a siégé 2 semaines. Cette semaine, c'est une semaine de comté. Donc, généralement, on va siéger 2 à 3 semaines. Puis après, une semaine où la Chambre ne siège pas. Ça veut dire qu'on n'est pas en vacances. Ça nous permet de travailler chez nous. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important d'être au bureau de Louisville, Lavaltrie, me promener un petit peu. J'ai eu une fin de semaine fort chargée. Donc, les semaines de comté sont vraiment appréciées parce que ça nous permet d'être proches encore. Ça devrait être jusqu'à fin juin, c'est ça? Fin juin. Donc, présentement, c'est une semaine de comté. On va reprendre les travaux encore, mais on devrait terminer mi-janvier. Mi-juin. Mi-juin, juste avant le Saint-Jean. Juste avant le Saint-Jean, puis par la suite, tu penses que les élections vont être déclenchées durant la période estivale, c'est ça? Exactement, un petit peu comme en 2015. On a les élections à date fixe, donc l'élection générale au fédéral, ça va être le 21 octobre. Est-ce que tu trouves ça bien que ce soit à date fixe? Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose de plus? Ou justement, on vit, on pourrait dire, je ne dirais pas les querelles, mais on vit déjà des tensions au niveau... on vit déjà un peu des élections avec la dernière session. Je trouve qu'on vit les élections depuis... on a terminé l'élection de 2015 puis 2011. Et on est toujours... en élection, on veut bien représenter nos électeurs. Moi, je suis toujours prête à travailler avec les autres partis. On met de la partisanerie de côté, puis on travaille pour améliorer la qualité de vie des gens. J'ai juste connu des gouvernements majoritaires, un gouvernement majoritaire conservateur de 2011 à 2015, puis de 2015 jusqu'à 2019, un autre gouvernement majoritaire. Donc, j'ai juste connu des élections à date fixe et les gouvernements majoritaires. Donc, je ne peux pas commenter. Tu ne peux pas commenter, tu peux pas voir. J'ai pas vu différent. Différent, c'est ça. Là, vous êtes dans votre nouvel édifice, là, c'est ça? Hein? Le déménagement est fait, tout est réglé? Tout est réglé. Je peux vous dire, vers la fin décembre, mi-janvier, Max et moi, parce qu'on travaille à Ottawa, nous deux, on a préparé le déménagement. Donc, auparavant, j'avais un bureau dans l'édifice Confédération, un bureau de député, mais parce que je suis leader parlementaire à la Chambre des communes, je suis un officier de la Chambre des communes, il faut que j'ai un bureau proche, pas loin de la Chambre, parce que on court souvent entre le bureau puis la Chambre, puis il faut qu'on soit là pour les affaires courantes, puis pendant certains débats. Donc, on a déménagé le bureau, on a repris les travaux. C'est maintenant, l'édifice du centre est fermé. Ça va être fermé pour 10 à 15 ans. Ah oui, OK. Puis la Chambre de commune se retrouve dans l'édifice de l'Est. L'édifice de l'Est est bien plus petit que l'édifice du centre. Donc, dans l'édifice de l'Est, il y a juste la Chambre des communes puis les bureaux des officiers. OK. Donc, la première semaine, retour à la nouvelle Chambre... c'était un peu déstabilisant parce que moi, j'avais l'habitude, ça faisait pratiquement 8 ans que je travaillais dans l'édifice du centre, puis je savais comment me sortir, je me retrouvais facilement. Mais avec l'édifice de l'Est, ça a pris du temps à trouver les... Et des échanges aussi, j'imagine, des échanges entre les députés aussi, l'environnement est différent. Tu es habitué de faire des interventions, mais là, c'est plus la même façon, là. La Chambre se ressemble beaucoup. C'est un peu plus... on est un peu plus collés, je veux dire. Mais on est 338 personnes à la Chambre des communes. C'est sûr, c'est un peu différent parce que c'est comme ils ont construit la Chambre dans un cours qui était ouvert au ciel, mais la Chambre maintenant est là. C'est couvert avec un toit de verre. Les acoustiques, c'est sûr, quand on a l'habitude de parler dans une salle, dans une chambre... Qui était feutrée, là. Oui. Mais avec la nouvelle Chambre, ça a pris un peu de temps pour s'habituer, mais c'est vraiment beau. Donc, je veux saluer tout le travail des architectes, puis tous les travailleurs et travailleuses qui ont travaillé pratiquement jour et nuit pendant des années pour essayer d'aménager ça, puis le mettre
à goût du jour et nous préparer un champ temporaire parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un champ temporaire qui éventuellement va retourner. Mais il y a quand même un 10 ans, c'est quand même long, là. C'est quand même long, là, c'est quand même assez long. Bon, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais il y a eu comme tu dis, les 2 premières semaines, les hostilités, on pourrait dire, ont commencé quand même assez fort. Là. Il y a quand même eu déjà beaucoup de sujets qui ont été abordés justement à la Chambre. Si on reparle un petit peu des sujets qui te touchent vraiment personnellement, on parle d'agriculture. Je pense que ça a été vraiment un sujet encore qui est encore à date, là, qui est quand même au goût du jour. D'actualité. C'est sûr, le gouvernement canadien, le Parti libéral a signé l'accord AEUMC, l'accord Canada, États-Unis, Mexique. C'est sûr qu'il y a des brèches encore davantage dans notre système de gestion de l'offre. On surveille qu'est-ce qui arrive un petit peu aux États-Unis avec les démocrates, la Chambre aux États-Unis, parce qu'ils vont ratifier l'accord ou non. Mais je peux vous dire, la semaine dernière, il y a une journée où j'ai pu rencontrer le président des producteurs de lait du Canada, Pierre Lampron, aussi Bruno Latendre, puis notre président Gilbert Perrault, qu'on connaît très, très bien sur le territoire, qui représente bien les producteurs laitiers. Puis on a parlé des rencontres qu'il y a eu avec le gouvernement, parce que suite à l'accord qui était signé, puis les 2 accords précédents, il y a eu des brèches dans notre système de gestion de l'offre. Donc, le gouvernement a promis d'indemniser nos producteurs. Donc, le travail de consultation avec les producteurs entre le gouvernement s'est fait. Le premier ministre Justin Trudeau a promis de entièrement compenser les producteurs. Puis, c'est pas le gouvernement fédéral qui va élaborer le plan de compensation. Ça va être les producteurs. Donc, on va s'assurer que le premier ministre tient sa promesse. Mais là, il n'y a rien de fait, le président. Il n'y a rien de fait. Les consultations sont finies et on approche la période du budget. Donc, les producteurs ont bien hâte d'avoir quelque chose dans le budget ou autour du budget, un plan de compensation et pas un programme d'investissement. Parce que quand on a eu une signature d'accord, le gouvernement a dit pour compenser ces producteurs-là et les pertes qu'ils vont avoir suite à cet accord-là, ils ont annoncé un programme d'investissement. C'est un programme tellement bâclé, mal foutu. Puis, on ne veut pas que le programme d'indemnisation, ça comprend un programme d'investissement. Ça prend l'argent direct pour les pertes qui va être en cours. Est-ce que vous avez l'appui des autres partis par rapport à ça? Est-ce que les conservateurs aussi... C'est ça. Maintenant, les conservateurs disent dans l'opposition qu'ils veulent protéger intégralement notre système de gestion de l'offre. Et je peux vous dire, depuis le jour 1, on a toujours dit que quand on rentre dans les négociations avec les autres pays pour les accords commerciaux, on protège intégralement notre système de gestion de l'offre. Ça ne devrait pas être mis sur la table. Donc maintenant, les conservateurs ont la même voix que nous à la défense de notre système de gestion de l'offre. On sait que Trudeau puis les libéraux disent la même chose, ils protègent notre système de gestion de l'offre, mais quand on signe des accords puis on cède des brèches, c'est pas protéger notre système de gestion de l'offre. Puis quand on a le class 7 aussi, qui fait rentrer des produits, c'est pas protégé. Sauf que la chose que je veux dire par rapport à ça, est-ce que vous pensez justement que le gouvernement va sortir au niveau du budget quelque chose qui soit intéressant, justement, ou va falloir encore se battre et encore se plaindre? On espère, mais à date, ça fait 3 ans, pratiquement 4 ans qu'on a un gouvernement libéral. Ils n'ont rien fait pour le class 7. Qu'est-ce qui rentrait aux frontières? C'était 100% la juridiction du gouvernement fédéral de protéger nos frontières. Ils ont raté. Avec l'accord Canada-Europe, il y avait un autre brèche. Le partenariat transpacifique, un brèche. Avec l'accord Canada. Donc, il n'y a pas rien eu vraiment. Il n'y a pas vraiment. À date, c'est dur à faire confiance, mais j'espère bien qu'ils vont tenir leurs promesses une fois pour toutes et avoir une indemnité, une compensation pour nos producteurs laitiers. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, ça va être vraiment un des sujets à suivre. À suivre, mais aussi s'assurer qu'on parle beaucoup de la réciprocité des normes. Au Canada, on a des normes sévères et strictes par rapport à l'environnement, des normes sanitaires. Puis quand on signe des accords commerciaux, on laisse rentrer des produits qui n'ont pas le même traitement qu'on exige à nos producteurs ici au Canada. Donc, il y a des pesticides, il y a des hormones de croissance qui sont interdits au Canada, mais on va importer des aliments qui permettent ce type de traitement-là. Donc, quand on rentre dans les négociations, il faut avoir une réciprocité des normes. Donc, c'est une autre façon de protéger notre souveraineté alimentaire, parce qu'à chaque accord qu'on signe, on met en péril notre souveraineté alimentaire. Donc, d'où l'importance, encore une fois, l'achat local.
Ouais. Quand vous pouvez, c'est important d'aller fréquenter les marchés publics, aller voir les producteurs, aller arrêter au kiosque qu'on voit souvent sur les coins de rue, acheter local, acheter les produits du Québec. Tu sais d'où ils viennent ou qui sont... D'où ils viennent aussi, mais l'environnement, c'est important. C'est super important de lutter puis battre contre les changements climatiques. Puis quand on achète des produits locaux, il y a moins de transport. Ouais. Puis l'argent, ça reste ici. OK. Donc, ça fait rouler l'économie locale. Et c'est ça, justement, quand tu parles un petit peu de la région ici, bien, on est quand même des bons producteurs, des bons producteurs locaux et tout ça. C'est d'accord, on va faire une première pause, puis on va parler de d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Parfait. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour de la pause et toujours en compagnie de Ruth-Hélène Brosseau. Ruth-Hélène, un autre sujet, je pense, qui est important et je pense que tu veux travailler très fort d'ici le mois de juin, vraiment, pour essayer on pourrait dire, de le régler. On va trouver des façons. On espère le régler. L'Internet haute vitesse. Premier point par rapport à ça, c'est de compétences fédérales. On pourrait dire le CRTC, les communications, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit vraiment une volonté fédérale, même si le provincial et même si les MRC travaillent fort pour avoir ça, c'est vraiment quelque chose, on pourrait dire, qui doit se régler en amont, là, qui doit se régler au niveau fédéral. C'est sûr, le CRTC, c'est la juridiction fédérale, mais on est en 2019. Oui. On travaille avec Internet. Oui. Quand on veut faire des transactions bancaires, souvent ça se fait par Internet. Un travailleur autonome. Tu parlais des agriculteurs tantôt. Les agriculteurs aussi. Oui, c'est tout. Là. Beaucoup se passe par Internet. Il y a eu des investissements du gouvernement fédéral. Il y a eu des investissements au niveau du gouvernement provincial. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait au niveau des municipalités, les MRC. Mais encore une fois, on voit que il y a des régions, il y a des municipalités qui n'ont pas accès à Internet. C'est pas loin, là. Pas besoin de parler bien loin, là. Haute vitesse. La batterie, c'est important de l'avoir. Puis présentement, on n'a pas un accès à Internet haute vitesse, de qualité, puis abordable. Je connais des compagnies, des petites entreprises qu'il faut qu'ils payent 2 fournisseurs. Et ils payent 2 fournisseurs pour essayer d'avoir accès à Internet pour faire fonctionner leur Interact. Donc, et pas seulement ça, pour s'assurer d'avoir un service continu. Oui, donc il faut que le gouvernement fédéral développe un plan national pour s'assurer qu'on a un Internet haute vitesse abordable à travers le pays. Aussi, il faut aider les petits fournisseurs. Okay. Pas les grosses compagnies nécessairement, mais les petits fournisseurs qu'on a sur le territoire comme ELPC pour essayer de les faire brancher, s'assurer qu'on les soutient, pour s'assurer qu'on les branche, les petits municipalités. Et c'est quoi les contraintes que justement, pourquoi que les gros fournisseurs ne veulent pas venir en région? C'est une question de coût? C'est une question de coût. C'est une question de coût. J'ai eu des discussions avec Bell ou même Vidéotron, puis il y a des rangs, pour eux, ça ne leur intéresse pas parce qu'il y a 5, 10, 20 maisons, donc c'est pas rentable selon eux. Mais sur l'ensemble, normalement, de la desserte qu'ils font, ça devrait se rentabiliser. Comment je pourrais... Ça devrait se rentabiliser. Ce sont des compagnies bien nantis. Oui. Mais il faut que le gouvernement se tienne debout puis ils mettent une stratégie pan-canadienne, une stratégie pour s'assurer que toutes les régions sont branchées parce que présentement, puis depuis mon arrivée en politique, parce que ça fait plusieurs années que je parle d'Internet haute vitesse, puis j'espère bien que ça va se régler dans les 6 prochains mois. Oui, il faudrait, oui, c'est ça. Souvent, c'est long, mais il faut que le gouvernement met vraiment ça comme priorité. OK. Puis c'est un déséquilibre aussi.
T'sais, on a Montréal, on a des grandes villes, eux, ils n'ont pas de problème. Mais en région, on est pénalisé. Ouais. Ça coûte bien plus cher, c'est pas haute vitesse, c'est pas de qualité, donc il faut s'assurer que tout le monde a un bon accès à Internet haute vitesse. Est-ce que tu penses que le CRTC, justement, le gouvernement fédéral, a le pouvoir d'obliger, de dire ces compagnies-là, de donner les services, puis de dire, regardez, puisez dans votre profit, parce que les informations qu'on reçoit, nous, c'est qu'on paye très cher, même quand on est on pourrait dire en région, que ce soit Montréal et tout, l'information qu'on a, c'est que vraiment, le coût de l'accès d'Internet est très dispendieux par rapport, justement, on pourrait dire aux États-Unis, à d'autres pays et tout, et que cet argent-là devrait obligatoirement être investi dans ces services-là. On a probablement besoin de donner plus de dents autour du CRTC, mettre un peu plus de viande autour de l'os. Mais quand on se compare à d'autres pays, même si on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis on compare les prix d'Internet ou même le réseau cellulaire, c'est une grosse problématique aussi sur le territoire. On a des trous noirs où on se promène, puis pop, on n'a pas de réseau, pas de service, pas de service cellulaire. Donc, Internet, c'est super important comme infrastructure, mais aussi réseau cellulaire. On a des municipalités, encore une fois, c'est un trou noir. Je ne peux pas croire qu'en 2019, on n'a pas des accès. Ça coûte trop cher. Donc, il faut que ça se rende plus abordable. Est-ce que ça va être vraiment dans les priorités au niveau du NPD, pour la prochaine élection? Ça va être vraiment des accès qui vont être... Ça va faire partie du plateforme, puis il va y avoir des annonces autour de ça. Oui? On va en parler. C'est très bien. On parle aussi tantôt, on a parlé un petit peu d'environnement, mais je pense que c'est comme tantôt, tu as parlé justement achat local, zéro déchet, des choses. Je pense que c'est vraiment une des priorités aussi que vous voulez aborder. Là. On a parlé de l'oléoduc, le fameux oléoduc et tout ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui, maintenant, qui est au goût du jour. Tu sais, l'environnement, on n'a pas le choix maintenant. Il faut en tenir compte dans toutes nos décisions, là. On est vraiment rendu à minuit moins une. Quand on a revu le rapport du GIEC qui nous dit qu'il faut garder le réchauffement climatique moins de 1,5 degré, il faut agir rapidement. On n'a pas beaucoup de temps non plus. On a juste 10 ans pour agir. Faut que finalement le gouvernement fédéral prenne ça comme une priorité. Je pense que les gens ont fait confiance au Parti libéral, Justin Trudeau, en 2015, parce qu'il parlait bien. T'sais, il parlait comme je voulais être un champion pour défendre l'environnement, lutter contre les changements climatiques, mais en achetant un pipeline de 5 milliards, c'est pas vraiment être un champion contre la lutte contre les changements climatiques, un champion qui défend l'environnement. Puis une chose que nous, puis le Parti libéral a déploré pendant la campagne de 2015, c'était le plan pour la lutte contre les changements climatiques de Stephen Harper, les cibles. Puis qu'est-ce que le Parti libéral a fait une fois au pouvoir? Ils ont adopté le plan de Stephen Harper. Puis présentement, avec les informations qu'on a, on n'est même pas en train d'atteindre les cibles pourries de Stephen Harper. Nous, deux partis, on a vraiment fortement critiqué. Donc, il faut avoir des actions concrètes pour limiter le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que tu suggères justement pour, comme tu dis, de l'achat local? Oui, zéro déchet. Il y a des choses aussi au niveau du plastique. L'environnement, aider. Exactement. On a eu une motion qui était adoptée à la Chambre des communes de Gord Johns qui voulait que le gouvernement fédéral adopte une stratégie contre le plastique dans nos cours d'eau, dans notre fleuve Saint-Laurent, dans les océans. Il faut agir. C'est sûr que le gouvernement fédéral a une responsabilité, mais chacun aussi, on peut faire des gestes qui vont faire la différence. Puis ça fait longtemps que j'en parle du problématique du gaspillage alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est super importante. On sait qu'il y a plein de gens qui font affaire avec des banques alimentaires. Puis quand je visite les banques alimentaires puis les organismes sur le territoire, ils me disent à chaque année, ça augmente l'utilisation. Mais on gaspille trop de nourriture. Donc, encore une fois, on a demandé au gouvernement libéral d'agir puis de développer un plan pour réduire le gaspillage alimentaire. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent se faire. Une chose qui me préoccupe beaucoup, parce que vous savez, on a eu une grosse mobilisation contre le projet de loi d'énergie. Le projet d'énergie. Le MRC était un des premiers au Québec de prendre une position contre. Les conservateurs veulent ramener ça sur la table. Je pense que le message était clair de MRC, d'autres, les producteurs sur le territoire de Berthier-Mascoulonger. Beaucoup de citoyens ont signé des pétitions. Il y a une grosse mobilisation. On dit non au projet d'énergie. Donc, ma peur, c'est que ce projet revienne sur la table. Donc, c'est des dossiers super importants de priorité. Puis, c'est sûr, on va parler plus d'environnement, surtout pendant la campagne électorale,
Ça va être au cœur Vraiment de au notre cœur. plateforme aussi. Et on peut parler aussi, on pourrait parler de protection des berges. Tu parles d'environnement, c'est une autre chose. Là, on a vécu justement cet hiver là, un problème, justement, le fleuve a été, on pourrait dire, fermé. Fermé, oui. Faut quand même dire le terme, là, je veux dire, à cause de brise-glace, à cause des températures. Tu me parlais tantôt de changement climatique, mais il y a aussi les berges aussi qui sont importantes. Là. Dans le coin ici, l'érosion, c'est important, là. Avec l'eau qui monte. Ouais. C'est sûr, ça dommage nos berges. Okay. C'est une problématique qui était soulevée par Saint-Ignace de Loyola. La Valtrie aussi, comme vous le savez, le comté longe le fleuve. Ouais. Puis il y avait déjà un programme en place du gouvernement fédéral, une aide financière qui permettait des travaux sur le maintien, aussi des mesures pour mettre en place pour la prévention d'érosion des berges. Donc, ça fait longtemps que le Jean-Luc Parthe de Saint-Ignace de Loyola puis les conseillers travaillent pour vraiment mieux comprendre l'état de la situation. Puis ça fait longtemps qu'ils demandent de l'aide pour éviter l'érosion des berges. C'est une grosse problématique. On reçoit des appels au bureau. On a des gens qui ont peur que finalement leur maison va tomber. Oui, c'est ça, oui. On a posé des questions en chambre. J'ai eu un accord du secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Il dit, j'ai déjà averti les fonctionnaires, dès le retour en chambre, on va travailler ensemble. Donc, j'espère travailler avec lui puis trouver une solution parce qu'on n'est pas seul non plus. On a le comté de Bécancour. J'ai un autre collègue qui a soulevé la problématique à la Chambre des communes. Donc, de façon non partisane, il faut travailler ensemble pour trouver des solutions. Puis, vous avez parlé des grosses problématiques des brise-glaces. J'ai eu un bon entretien avec Steve Piché, le président de la Chambre de commerce de Berthier. Puis ça fait plusieurs années où il demande au gouvernement fédéral d'investir dans les brise-glaces parce que on sait que ça paralyse la voie maritime. Puis c'est vraiment important de s'assurer que ça fonctionne bien, ça roule bien. Puis le fait que le traversier était fermé pour quelques jours. C'est les entreprises et les travailleuses qui doivent traverser. Maintenant, il faut qu'ils passent par Montréal ou ils passent par Trois-Rivières. C'est un 2h30. C'est un très, très long, là, oui. Ça fait longtemps que le gouvernement conservateur puis maintenant le gouvernement libéral désinvestissent. Ils ne font pas assez. Donc, on demande de l'action du gouvernement puis peut-être quelque chose dans le budget qui s'en vient. D'accord. On va prendre une dernière pause puis on va faire un petit résumé de ce qui nous attend. Parfait, merci. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec Ruth Hélène et en terminant, je pense qu'on va parler d'un sujet un petit peu qui est quand même, on pourrait dire, au goût du jour, là, l'immigration. Je pense que vous voulez aussi vous impliquer justement dans je dirais pas l'importation, mais je veux dire, l'accès justement à des emplois de qualité, justement, tout ça pour les employés temporaires, parce qu'on a beaucoup encore là d'agriculture ici dans le coin, et s'assurer que tout se fait comme de la bonne façon. Pour moi, c'est important de travailler avec tous les acteurs sur le territoire, les chambres de commerce, les maires et les entreprises. Quand on se promène dans Berthier-Masquinongé, les entreprises, on a souvent des pancartes devant « Nous embauchons ». Nous, on vit présentement un pénurie de main-d'œuvre. On n'est pas unique. La problématique, j'ai parlé beaucoup avec mes collègues un peu partout à travers la province. Eux, ils ont
il vit à peu près la même chose. Je sais que les acteurs travaillent vraiment fort pour attirer les travailleurs dans la région. Les Carrefours font un travail formidable aussi quand ils font les séjours exploratoires, puis ils font venir des jeunes, puis ils font découvrir notre travailler en région, oui, c'est ça. Travailler en région, donc ils font un travail extraordinaire. Mais souvent, il y a des entreprises qui doivent faire affaire avec les travailleurs étrangers temporaires, surtout en agriculture. Le programme Travailleurs étrangers temporaires était créé parce qu'il y avait un besoin criant en agriculture. Malheureusement, c'était mal utilisé dans d'autres domaines. Surtout, on se souvient de l'histoire du banque qui a mis dehors les Canadiens puis ont engagé des travailleurs étrangers temporaires. Bon, ça c'est pourri, mais le programme existe. Puis ça existe, mais il y a des problématiques. Il y a plusieurs retards. Je sais qu'il y a une année, on a eu des pertes parce que les producteurs n'étaient pas capables d'avoir les travailleurs à temps. Donc l'asperge, il faut que ça soit cultivé, récolté à un certain moment, sinon on le perd. C'est ça. C'est une grosse problématique. Quand je suis allée rencontrer les élus à Saint-Gabriel-de-Brandon, ils me parlaient de l'importance d'avoir des gens qui font du suture, mais la bureaucratie est vraiment lourde. J'ai aussi rencontré un propriétaire d'entreprise d'attrapeurs de poulets. OK. On a une grosse usine ici à Limel aussi, un abattoir, mais les poules ne se rendent pas là par magie. Non. Donc, il faut les faire sortir. Donc, il y a encore beaucoup de problématiques autour du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a beaucoup de retards, c'est lourd, c'est imprévisible. Puis c'est une problématique, j'ai soulevé à maintes reprises sous le gouvernement conservateur qui continue avec le gouvernement libéral. C'est un programme vraiment important. Donc, il faut le reformer puis s'assurer que ça fonctionne pour les entreprises. Réduire les délais, c'est ça que tu dis? Réduire les délais, réduire la bureaucratie, mais aussi faire en sorte que c'est prévisible. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive à la dernière minute, il y a un retard. Est-ce que c'est une question de facilité d'accès ou c'est une question justement plus de bureaucratie et que tu ne peux pas savoir jusqu'à la dernière minute? C'est ça? La lourdeur au niveau fédéral, le pile pour remplir la paperasse, vous le savez quand vous... Oui, on a beaucoup de questions. Pour des programmes, pour des projets au niveau fédéral, les subventions, c'est vraiment lourd. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Ces entreprises font affaire à chaque année avec des travailleurs étrangers temporaires. Donc, si on est capable de reconnaître une entreprise comme une entreprise sûre, une bonne entreprise, ça va faciliter la tâche. Il pourrait avoir comme des espèces de critères déjà établis en disant ça a déjà fait une demande, a déjà été accepté, ça devrait être plus facilitant. C'est ça que tu dis, oui. Mais, je trouve souvent on met les bâtons dans les roues des entreprises, puis ça devient lourd. Mais bon, améliorer l'accès au programme travailleurs étrangers temporaires, mais aussi faire en sorte qu'on peut offrir un voie de citoyenneté. Pour faire en sorte que ces gens-là peuvent rester ici. Devenir résidents permanents et peut-être un jour devenir Canadiens parce qu'ils contribuent à la société. C'est ça. Puis c'est important aussi de faciliter l'immigration ici au Canada. Donc, encore beaucoup de travail d'ici le mois de juin. Est-ce que tu te sens en forme? Tu te dis, envoie, on donne un dernier coup? Ou, Parfait, oh, bien sûr. Bien sûr, je me sens en forme, j'ai une bonne équipe. On a eu des changements aussi. On a toujours eu notre bureau de Louisville puis Lavaltrie. Mais Maxime, qui est avec nous depuis plusieurs années, un gars natif de Lavaltrie, il a commencé avec un stage dans le comté après l'élection de 2015. Finalement, il a décidé d'aller travailler à Ottawa, mais je pense qu'il s'ennuyait de Lavaltrie et d'Andautré. Donc, il est de retour. Maxime va travailler à temps plein à partir du bureau de Lavaltrie. De Lavaltrie. Donc, il va être plus responsable des dossiers économiques, des relations avec les élus sur le territoire. Donc, vous allez le voir c'est très bien. Plus souvent, mais c'est très bien. Donc, on est vraiment content de cette nouvelle. Bon, je te remercie beaucoup, Ruth-Hélène, de venir nous voir. Puis, notre porte est toujours ouverte. Si tu venais nous reparler dans tes semaines de comté, on est toujours là pour... Parfait. Parfait. Merci encore pour l'invitation. Merci.